Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. On me confirme que c'est OK niveau son et niveau vidéo. Chez moi, c'est bon. Ça marche. Donc merci beaucoup pour ce temps que tu as organisé ce matin, Alexis. En transition avec ce qui s'est dit juste avant, il y a eu des sujets qui créent vraiment le lien avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Le premier, c'est le FC Nantes, puisque moi je suis basé à Nantes et iAdvise est une société qui a été créée à 10 ans avec un siège qui est basé à Nantes. Le deuxième, c'est on a pas mal parlé d'expérience client et c'est vraiment le cœur de mon intervention, à savoir comment est-ce qu'en période de confinement, on peut permettre à des gens de continuer de vivre une belle expérience, une expérience premium sur un site web. Et puis le dernier, ce qui va être au cœur également, ce qu'on a pas mal entendu avec Jonathan avant, c'est l'humain, puisque ce qui est dans l'ADN d'iAdvise depuis toujours, c'est vraiment l'humain. iAdvise, la vision qu'on a et la mission qu'on a, c'est celle de proposer donc aux visiteurs de site la plus belle des expériences clients en y associant le meilleur de l'humain au meilleur de l'intelligence artificielle, soutenu par ce canal qu'est le messaging. Avant de rentrer concrètement sur ces éléments-là, je voulais partager quelques éléments de contexte. Le contexte qu'on connaît, nous, chez iAdvise, c'est celui qu'on a vu évoluer les 10 dernières années. Moi, j'ai comme objectif de développer le marketing d'iAdvise depuis sa création, donc en 2010. Et en 2010, ma mission était de faire connaître auprès d'une cible de marketeurs, puisque les gens qui vont déployer une solution comme iAdvise sur leur site sont principalement soit des CEO, soit des responsables marketing, soit des responsables relations clients. Bref, des gens qui achètent de la techno. Et en 2010, il y a 10 ans de ça, quand on achetait de la techno pour améliorer sa stratégie marketing, on avait le choix à peu près avec une centaine de produits différents, que ce soit des produits pour piloter son social media, des produits pour piloter sa stratégie d'email, sa stratégie de relations clients. Donc une centaine. C'est réussir à être visible et à rendre service à des marketeurs parmi 100 autres technologies. 2 années plus tard, 2012, on a un scope qui est encore plus large avec 3,5 fois plus de solutions qui se proposent d'aider les marketeurs pour exécuter leur plan marketing. On voit vraiment émerger le marketing automation, on voit émerger des solutions de live chat, des solutions, des premières solutions d'agents virtuels, d'automatisation de la relation client. Je passe directement en 2020. Aujourd'hui, on recense plus de 6800 technologies qui permettent d'aider les marketeurs à déployer leur stratégie marketing. C'est 68 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc, on est face à une problématique. Cette problématique, c'est celle d'un supermarché, puisque vous, qui êtes en charge soit du marketing, soit de la stratégie d'acquisition, soit en charge de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, lorsque vous devez choisir une solution, c'est comme être dans un supermarché et donc avec un consommateur qui est vraiment perdu face à beaucoup d'offres. Ça, c'est le contexte qu'on connaît en fait aujourd'hui d'un point de vue marketing expérience client en 2020. Sauf que 2020, on l'a bien compris, c'est une année qui change un peu la donne. Je place juste quelques petits mots-clés très rapides qui est désormais fait partie de notre quotidien. Donc, ce qui est venu compléter cette densité d'offres, cette difficulté qu'on va avoir sur les choix qu'on a à faire sur l'ensemble des outils qui nous permettront d'améliorer l'expérience client, viennent être associées deux notions. Le premier, c'est la notion de commerce physique qui sont fermés. Certains parmi vous sont peut-être concernés, donc des boutiques qui doivent tourner différemment, une activité à maintenir malgré les personnes qui se retrouvent sans travail a priori, et puis ce télétravail, comment est-ce que justement en matière d'expérience client, je peux continuer à délivrer une belle expérience alors que les personnes qui sont en charge de ce métier-là sont des personnes qui sont confinées chez elles avec parfois une activité téléphonique qui peut être un peu plus compliquée, une réactivité qu'on avait l'habitude d'avoir qui devient un petit peu plus compliquée. Donc les éléments que je vais vous présenter sont vraiment basés sur ces notions-là. La densité d'outils à laquelle on doit faire face et comment est-ce qu'on choisit ces outils pour vraiment déployer une belle expérience client, et en même temps, comment est-ce qu'on va être en capacité de le faire là, dès demain, et dans les semaines à venir, qu'elles soient les plus courtes possibles, face à ce contexte donc qu'on connaît aujourd'hui. Pour illustrer les choses, je vais vraiment essayer de répondre à 3 questions. C'est les questions qui nous animent au quotidien là depuis 2 semaines chez iAdvise. Comment est-ce qu'on peut aider les entreprises autour de ces 3 questions-là? La première question, c'est de garantir le maintien de l'activité de votre service client et de vos équipes en point de vente. Comment est-ce qu'aujourd'hui les technos peuvent vous aider à atteindre cet objectif qui est pas des moindres? Le deuxième, c'est la garantie d'un site où l'on vit une belle expérience client premium, même en confinement. On constate qu'on navigue davantage, on achète toujours en ligne. Comment est-ce que les sites peuvent proposer une expérience qui reste à la hauteur? Et le troisième sujet, c'est un sujet qui est hyper important. Plus que jamais, on doit être dans l'analyse des préoccupations de ses clients, les écouter, les comprendre, de manière à pouvoir prendre des décisions qui sont des décisions court terme. Et on le verra également, ces décisions court terme
auront peut-être un impact également sur le long terme. Pour répondre à ces questions-là, je vais vous parler de différents use cases. Donc, chez Advice, on travaille avec un petit peu plus de 2000 marques dans une centaine de pays différents, dans plein de secteurs d'activité différents. Et le premier cas que je vais vous présenter, c'est le cas d'une entreprise qui est un des leaders dans le secteur de la vente d'articles de sport, qui a un énorme réseau de boutiques physiques un petit peu partout dans le monde, et qui se retrouve il y a 2 semaines face à un challenge qui est lié à l'épidémie que beaucoup ont connu. En l'occurrence, il y a 2 éléments qui sont à prendre en compte. D'un côté, leurs boutiques physiques connaissent une énorme baisse de fréquentation, avant même l'annonce du confinement, des gens qui vont de moins en moins en boutique, et parallèlement à ça, une énorme hausse de trafic sur leur site e-commerce, avec des gens qui achètent en ligne, des gens qui sentent le confinement arriver, donc qui préparent un petit peu le matériel nécessaire pour la survie pour les mois à venir et réussir à occuper toute la famille avec des articles de sport. Un contexte qui est commun à beaucoup d'acteurs dans le secteur du retail. La solution qui a décidé d'être déployée par cet acteur-là, c'est le fait de mettre à disposition les vendeurs physiques pour le web, avec plus de 400 vendeurs des magasins physiques qui ont été redéployés sur de l'accompagnement en ligne avec iAdvise et qui, chez eux, depuis leur mobile, depuis leur ordinateur, vont être en capacité d'accompagner, de guider, de conseiller les visiteurs comme ils le font dans une boutique physique, mais sur Internet grâce à des technos de messaging que je présenterai un petit peu plus en détail après. Ce que ça permet d'atteindre comme résultat, ce type de choix-là, qui est un choix assez drastique, c'est un peu plus de 200 vendeurs qui sont connectés sur la plateforme en une seule journée, près de 6000 conversations qui sont traitées sur une seule journée, et un panier moyen qui est en hausse. On fait plus 60% d'augmentation de panier moyen. Ce qu'on constate simplement, c'est qu'en aidant le visiteur, en l'accompagnant, en le guidant, on arrive bien sûr à le rassurer, à avoir un impact assez fort sur la conversion et sur le panier moyen. Ça, c'est un exemple assez concret qu'on a vu se déployer chez à peu près une dizaine de marques qu'on équipe, nous, la semaine dernière, à savoir, j'ai un point de vente physique qui ferme, des gens qui ont une vraie expertise de conseil. 1, comment je les occupe. 2, comment je suis capable de maintenir mon activité. Déport de la force de conseil en boutique physique vers du conseil en ligne. Qu'est-ce qui restera de ce type de pratique-là après la crise? Je vous présente deux citations sur les études qu'on voit tourner. Le premier, il y a d'autres chiffres qui ont circulé là sur les présentations de la matinée. Les chiffres peuvent être différents, mais le constat il est à peu près le même. Si on prend l'exemple de eMarketer, grosse baisse des investissements publicitaires. Il y a à peu près 20 milliards qui sont prévus sur 2020, des entreprises qui vont être hyper frileuses sur leurs dépenses, des canaux qui perdent un peu en efficacité, et une énorme saturation à venir sur la période de la reprise qu'on a tous du mal à projeter encore, mais voilà, on va réinvestir à ce moment-là, donc un gros goulot d'étranglement à ce moment-là. Donc en fait, les leviers d'acquisition vont être très très difficiles à actionner, et donc ce qu'il en restera très certainement, c'est des entreprises qui vont davantage se focaliser sur la conversion. Bien sûr, il restera essentiel de faire venir des gens sur sa boutique en ligne, mais plus que jamais, il va falloir se questionner sur ces gens que je fais venir sur ma boutique en ligne, comment est-ce que je les convertis. Et c'est là où Forrester estime qu'en cette période de crise, les entreprises vont davantage réinvestir sur l'humain à la sortie de crise. Là, on est sur des recherches de process d'automatisation, des recherches de process de réduction de coûts, mais une fois qu'il va falloir se pencher sur les sujets de conversion, l'humain va être le facteur numéro 1 selon Forrester. Pour poursuivre sur cette vision-là, je vais vous présenter un peu la vision qu'on a, et la vision qu'on a des choses liées à ce contexte-là. Nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'on assiste à la fin d'une économie et que cette crise-là va encore plus marquer la fin de cette économie-là. Cette économie, c'est l'économie de produits. On a assisté sur ces dernières années à une guerre qui s'est menée entre une guerre, pas pour prendre un mauvais jeu de mots par rapport à ce qui se dit en ce moment, mais au moins un vrai combat qui s'est mené entre les acteurs qui vendent en ligne autour du produit. Comment je suis en capacité de proposer le meilleur produit au meilleur prix. Mais en fait, le constat qu'on fait, c'est qu'on reproduit très simplement ce qu'on a fait dans le passé. C'est-à-dire qu'un site e-commerce, c'est ni plus ni moins que un catalogue papier qu'on avait avant avec un formulaire qui était à remplir à la main, mais qu'on met sur un format web où désormais le formulaire il est à remplir numériquement. Et on a pris comme satisfaction un taux de conversion qui est devenu une moyenne, qui gravite à peu près aux alentours des 2%. Je crois que la dernière moyenne, elle est de 1,4%. Donc bref, quelque chose en fait de très mauvais. C'est-à-dire qu'on investit pour que 98% de ses visiteurs n'achètent pas finalement sur son site web. Donc, on peut plus se contenter de ces 2%-là, associé à un constat qui est également clair, c'est que cette bataille du produit et cette bataille du prix, elle est gagnée par Amazon, et ça sera très très difficile de lutter contre, c'est à peu près 40% de part de marché. Donc vraiment le constat, qui est un constat qu'on dressait déjà, et qui selon nous va vraiment être accentué avec cette crise-là, c'est la fin d'une économie de produit. La fin d'une économie de produit pour l'ère d'une nouvelle économie,
qu'est l'économie de l'expérience. Et plus que jamais, ce qu'on va avoir envie de vivre, c'est pas simplement d'acheter le produit. L'acte d'achat fait partie d'une expérience globale. Cette expérience, elle va commencer avant, sur la phase de découverte. Comment est-ce que je me renseigne sur un produit? C'est plus uniquement basé sur des prix, c'est plus uniquement basé sur des fiches qui doivent être complètes. C'est basé sur des réseaux d'influenceurs. On en a parlé avant et je sais qu'on en parlera encore après avec Julien sur la notion d'influence marketing. Comment est-ce que des gens qui ne sont pas forcément des personnes ayant une casquette commerciale ont un impact sur ma recommandation et sur le conseil. Donc on va vivre cette expérience d'avant-achat. On va vivre cette expérience d'achat où on se rend bien compte désormais qu'on a des achats en ligne qui peuvent être enrichis, qui vont être enrichis de conversations, qui vont être enrichis de vidéos et donc qui réassure le visiteur. Et la finalité, c'est surtout quelle expérience je vais vivre avec ce produit que je viens d'acheter, que moi-même, je vais pouvoir partager par la suite. Donc le constat, il est vraiment basé là-dessus. Fin d'une économie de produit pour entrer sur une nouvelle économie de l'expérience. Sauf qu'il existe aujourd'hui un énorme gap. Quand on parle d'expérience client et qu'on interroge les marques sur une question qui est toute simple, c'est est-ce que vous estimez que vous faites vivre une belle expérience client à vos visiteurs? 80% d'entre elles disent oui, j'estime que je déploie une stratégie qui est efficace et qu'on est efficace en termes d'expérience client. Et lorsqu'on pose cette même question à des visiteurs, à des consommateurs, et qu'on leur demande est-ce que vous estimez vivre une belle expérience client lorsque vous êtes sur un site web, on a 8% des visiteurs qui estiment vivre une belle expérience client. Donc c'est même plus un gap, c'est un crack qu'il existe et il va être urgent de réconcilier justement ces deux datas, ce problème de zéro, ça joue juste à un zéro mais il est unique, entre ce que pensent faire vivre les marques en termes d'expérience client et ce que veulent vivre les consommateurs en matière d'expérience client. Et à nos yeux, c'est pas juste une question de mode, c'est pas juste une question de tendance de se dire il faut faire vivre une belle expérience à ses visiteurs. Et je montre juste ici un exemple hyper simple qui l'illustre qu'en fait c'est juste une question de survie pour les entreprises. Si on prend l'exemple du travel, qui est un exemple qui est une industrie qui est évidemment particulièrement touchée en ce moment, on avait depuis presque 100 ans un groupe qui s'appelle Hilton, qui est assis sur ses milliards de dollars, qui délivre une offre qui évolue relativement peu, mais qui répond à un besoin. Et on a, depuis 2008, un acteur qui s'appelle Airbnb, qui a bâti son concept uniquement sur l'expérience, justement, qu'il va être capable de délivrer à ses visiteurs. Et on voit qu'en quelques années, la valorisation d'un Airbnb dépasse celle d'un Hilton. Donc une entreprise centenaire, qui pense être bien ancrée sur ses positions, se fait dépasser par un acteur qui mise sur l'expérience client. Et ça, on le voit vraiment se reproduire de secteur en secteur. La vision qu'on a chez iAdvise, c'est que ce gap expérientiel qu'il existe entre des marques qui veulent délivrer une belle expérience client et ces clients qui veulent vivre une expérience client doit passer par la conversation. Et c'est pour ça que notre mission, c'est pour ça qu'on parle énormément de l'humain, c'est qu'on estime que la conversation permet de combler ce gap-là, que c'est juste un standard de communication humain, c'est ce qui est le plus simple entre deux humains pour se mettre d'accord et être alignés et penser la même chose, c'est converser et c'est offrir l'opportunité unique aux marques de créer en fait un lien avec leurs clients et de réduire les frictions. Et également, la conversation, c'est un élément qui est hyper riche pour récupérer de l'insight. Quand on parle de l'analyse du comportement des visiteurs, on parle énormément de data. Bien sûr, ça mérite d'être analysé. Il y a énormément d'outils qui fournissent de la data. Mais nous, on croit énormément au fait que il existe aussi du verbal, il existe des choses qui se racontent dans les conversations et que ça peut avoir une richesse énorme en matière d'adaptation de sa stratégie. Concrètement, pourquoi la conversation va être centrale au cœur des stratégies d'expérience client, parce qu'elle permet de réduire les frictions, d'apporter des insights stratégiques, que ce soit sur des éléments de découverte, que sur des éléments d'évaluation, des éléments pour générer la transaction, des éléments pour assurer le service et le support client, puis ensuite des éléments pour pouvoir faire de la recommandation. Autour de l'ensemble du parcours client, on va être en capacité d'apporter une conversation qui va apporter de la valeur, qui va réduire la friction et qui va générer de l'insight en complément. Associé à cette volonté donc de créer des conversations entre marques et visiteurs, il est hyper important aujourd'hui de se poser la question de quel est le meilleur support pour ces conversations-là. Et en l'occurrence, sur les 10 dernières années qu'on a passées, nous, ce qu'on a constaté chez iAdvise, c'est qu'il y a une révolution qui est en cours. Cette révolution, c'est celle du messaging. On a au moins 2-3 applications qui nous permettent d'avoir un échange par messaging avec des proches. Aujourd'hui, c'est plus de 5 milliards de personnes dans le monde qui échangent par messaging. Et si on s'intéresse aux entreprises, c'est à peu près 60% des entreprises qui proposent à leurs visiteurs ou qui ont proposé à leurs visiteurs une expérience de messaging, que ce soit par du live chat, que ce soit sur des applications tiers, sur des WhatsApp, des Facebook, que ce soit par des outils plus automatisés autour des chatbots. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on peut déployer des belles stratégies conversationnelles au travers d'un autre client qui est celui de The Couples, qui se retrouve comme l'acteur
situation, des boutiques physiques qui ferment, une activité online qui est à maintenir et une volonté de continuer de faire vivre cette belle expérience client en boutique, mais sur leur site web. Le premier des éléments, c'est l'ensemble du parcours client, qui vont être les 6 icônes qui vous gravitent autour du mobile qui est ici. On va avoir une volonté de développer vraiment autour de la phase de découverte un engagement et le fait de positionner sa marque comme ayant une force assez importante autour du fait de simplement proposer et montrer qu'une personne et un humain va être là pour pouvoir aider le visiteur dans le choix de ses produits. Donc la conversation, c'est déjà un élément de réassurance sur la phase de découverte. Ensuite, la conversation, c'est ce qui va pouvoir permettre de pouvoir qualifier le besoin du visiteur et s'assurer qu'on a un visiteur qui va être orienté vers les bonnes pages, vers les bonnes personnes pour pouvoir lui répondre. Et donc, assez rapidement, par de l'automatisation, on va être en capacité d'orienter le visiteur vers ces bons éléments-là. Une fois que le visiteur est bien aiguillé, on va être en capacité, grâce à la conversation, de pouvoir faciliter la transaction. On va faciliter la transaction puisqu'au sein d'une conversation, on va pouvoir vraiment rassurer le visiteur, lui proposer des produits, mettre à disposition ces produits-là facilement, un peu comme le ferait un simple vendeur dans une boutique physique, qui fait qu'au sein de la conversation, en un clic, on va être en capacité de passer à l'acte de change. Ce qu'on propose également à des acteurs, et c'est ce qu'on fait comme sur le cas proposé avec The Couples, c'est la capacité de renforcer en fait son service client avec une communauté d'experts qui est indépendant. On a créé il y a quelques années une communauté qui s'appelle IBU, qui permet à n'importe qui a une passion pour un sujet donné, une expertise pour un sujet donné, de la mettre à disposition d'une marque en étant rémunéré pour donner des conseils par chat aux visiteurs. Et donc sur cette phase de transaction que j'évoquais juste avant, ce qu'on constate, c'est que les transactions sont décuplées lorsque on est en capacité de dialoguer avec une personne qui va nous apporter un conseil d'expert et qui n'est pas uniquement un salarié de l'entreprise ou une personne qui a une casquette commerciale. Donc c'est hyper intéressant de s'intéresser sur cette notion d'influenceur à des micro-influenceurs qui peuvent directement interagir au sein de votre propre site web. Et donc ça, c'est ce qu'on propose, nous, sur des centaines de sites aujourd'hui, sur des sites qui vont de Leroy Merlin à Cdiscount, à The Couples, comme j'évoquais tout à l'heure, le fait de venir compléter son service client avec des personnes qui sont indépendantes. Et donc ça, à des périodes justement où peut-être qu'on a moins de capacité pour pouvoir traiter un flux qui va être important sur les questions entrantes, faire appel à des indépendants peut être une bonne solution. Enfin, la conversation, elle s'arrête pas uniquement à la phase de vente. On va également s'intéresser à ce qu'il y a après la vente et à toutes les questions qu'on va avoir qui sont plus de l'ordre de support et de SAV. Et là, en l'occurrence, on se rend compte que de la même manière, cette notion de messaging va être centrale pour pouvoir délivrer une réponse qui est une réponse instantanée, qui va être une réponse la plus rapide possible et qui va être privilégiée par rapport à des canaux comme le téléphone ou l'email dans cette période un petit peu compliquée. Ensuite, on va être en capacité de pouvoir fidéliser justement en pouvant garder ce contact au sein du messaging avec ses visiteurs. Pourquoi pas ensuite transformer ces visiteurs en ambassadeurs, puisqu'au sein d'une conversation, on va être en capacité de détecter l'appétence que va avoir le visiteur pour votre marque et pour l'expérience qu'il a vécue, en lui demandant d'évaluer directement cette conversation et en étant capable d'identifier justement soit des ambassadeurs, soit des détracteurs, pour après les mettre au profit de votre expérience client. Ce que j'évoquais l'introduction, c'est que la conversation, elle est centrale pour vivre une belle expérience client, pour combler ce gap entre volonté qu'ont les marques et volonté qu'ont les visiteurs. Mais bien sûr, tout le monde ne converse pas, tout le monde n'interagit pas forcément. On a plein de gens qui veulent faire des achats en self-service. Néanmoins, tout ce qui se passe avec les peut vraiment avoir un impact sur l'ensemble de vos actions marketing et l'ensemble de votre site web. Ce qui va être essentiel, c'est d'être en capacité d'analyser ce qui se dit dans ces conversations-là pour que ça puisse servir aux autres. Et en l'occurrence, ce que va apporter les outils conversationnels, c'est la capacité de récolter des insights, de se rendre compte que en faisant de l'analyse de verbatim, en faisant de l'analyse de comportement au sein des discussions, on va faire ressortir certains mots-clés, certaines tendances qui ensuite peuvent permettre d'ajuster les choses très rapidement. Et ça, c'est des choses qui sont hyper utiles sur des phases plus communes, pas forcément propres à la période qu'on connaît en ce moment, mais encore plus aujourd'hui où on se doit d'avoir énormément d'agilité. On se rend compte que les questions liées à la livraison étaient au cœur du sujet la semaine dernière. Bien sûr, les sites ont vraiment fait évoluer leur fichier et même leur homepage directement pour pouvoir apporter immédiatement des réponses sans même qu'il y ait besoin de converser pour avoir des éléments de réponse sur ces sujets-là. Et bien sûr, ce qui va être essentiel également, c'est d'apprendre de ces conversations-là sur des éléments d'insight, mais également sur des éléments plus de performance, puisque l'objectif, il est d'améliorer la courbe de satisfaction client, mais également d'améliorer la courbe de vente.
Donc, vous avez compris, faire vivre une belle expérience client, pour moi, ça repose vraiment sur deux choses. Ça repose dans un premier temps sur des éléments techno, être en capacité d'engager efficacement, de vivre avec une marque la même expérience que ce qu'ils vont pouvoir vivre avec leurs proches sur des applications de messaging, mais également la capacité de pouvoir faire appel potentiellement à des experts membres d'une communauté indépendante qui peuvent venir compléter le service client et amener une touche beaucoup plus authentique à un service client. Pour conclure, comme je disais tout à l'heure, on s'est un peu mis d'accord tous ensemble pour offrir des cadeaux et faciliter le déploiement de ces stratégies-là à toutes les personnes qui participent au webinaire. Chez iAdvise, on a déployé un plan de soutien justement à toutes les entreprises qui sont dans la difficulté. Dans les entreprises, on a vraiment modulé notre offre de manière à ce qu'elle puisse être beaucoup plus simplement déployée. La première chose, c'est que on est en capacité de déployer 48 heures. C'est un déploiement qui se fait sans engagement de durée ni sans engagement de volume. Déployer iAdvise, vous pouvez juste l'utiliser pendant quelques jours pour traiter le volume de contacts que vous souhaitez et vous arrêter quand vous voulez. Ça, c'est des choses qu'on ne proposait pas forcément avant, vu que c'est des stratégies qui sont impactantes d'un point de vue humain dans les entreprises et puis qui nécessitent de prendre le temps de bien faire les choses. Là, en l'occurrence, on est conscient de l'urgence de la situation et donc on s'adapte complètement. Et on propose une chose on propose comme chose de pouvoir déployer des stratégies beaucoup plus faciles. Secteur qui est particulièrement touché par la crise, principalement le secteur du tourisme et du travel. On met à disposition le fait de pouvoir déployer des chatbots, donc des répondants de messaging automatique, totalement gratuitement. Et enfin, pour l'ensemble des sites gouvernementaux, ce qu'on propose, c'est de déployer iAdvise 100% gratuitement, parce qu'on se fait un plaisir de pouvoir les accompagner dans ces stratégies. Voilà pour la présentation que je souhaitais vous dérouler aujourd'hui. Je suis disponible pour les questions. La parole tout à l'heure à Julien sur des sujets qui concernent davantage l'influence marketing. Super, merci beaucoup Maxime. Effectivement, on a une question. En parlant de conversation, privilégiez-vous l'humain plutôt que le chatbot? L'IA est importante, mais on voit plutôt un flop de ce côté-là. Alors, quel est ton avis du coup sur la différence entre humain, chatbot et intelligence artificielle? Ouais. La vision qu'on a, c'est simplement, faut pas chercher à les opposer, mais il faut plus chercher à les compléter. En l'occurrence, un chatbot seul, on passera à travers de plein de choses, notamment à travers de l'authenticité, de la capacité de personnaliser, et donc l'efficacité qui en dépend. Mais à côté de ça, on en tire beaucoup de bénéfices, notamment le premier, c'est un bénéfice de coût, ça coûte évidemment moins cher, et puis un bénéfice de disponibilité, c'est du 24/7. Là où l'humain vient prendre le contre-pied ou de ces arguments-là. Donc nous, les stratégies qu'on déploie liées au chatbot, c'est vraiment des stratégies qui consistent à coupler chatbot et humain. Et en l'occurrence, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que sur les scénarios d'avant-vente, être en capacité de préqualifier des chatbots pour envoyer vers le meilleur des répondants qui souvent va être un répondant humain. Par contre, sur des questions qui sont plus des questions après-vente, on va être en capacité davantage d'automatiser les réponses vu qu'on va avoir affaire à des questions qui sont récurrentes, donc des questions qui sont récurrentes. Donc en fait, toutes les stratégies performantes aujourd'hui sont des stratégies qui associent les deux. Super. Voilà. Et j'ai des présentations sur lesquelles souvent, je mets une citation, je l'ai pas mis aujourd'hui, qui est une citation d'une personne, Herbert Simon, qui a des prix Nobel de l'économie, qui dit que d'ici 20 ans, les robots auront remplacé les humains. Sauf que cette citation-là, il l'a dit en 1956. Donc c'est juste une petite phrase qui est assez sympa à placer dans le contexte. Ça explique que on court toujours après cette même utopie. On a toujours la même volonté de se dire que ça va résoudre le problème et qu'on va être remplacé. On en est encore très loin, même si sur les sujets de relations clients, il y a des scénarios qui fonctionnent assez bien puisqu'il y a des choses qui peuvent être automatisées.